nous avons choisi d'aborder la question du financement de l'accession sociale dans cette deuxième table ronde. Alors c'est vrai que on a déjà dit pas mal de choses et le constat est le suivant, c'est que les organismes HLM actuellement traversent une période de crise en raison donc de la conjonction de plusieurs événements. On les a vus et donc je ne vais pas m'étendre. On peut vraiment parler donc de la coexistence à la fois d'une crise de l'offre de logement, mais également une crise de la demande de logement, quand on sait que côté ménage, les conditions d'accès au crédit se sont quand même durcies, avec le Haut Conseil de stabilité financière qui a posé des règles plus strictes en termes de taux d'endettement et de durée maximale de remboursement de l'emprunt, sans oublier donc le contexte aussi de hausse des taux d'intérêt. Tout ça a fait un mélange un petit peu complexe et compliqué qui fait que les ménages, pour certains, retardent leur désir d'acquisition parce que un avenir un peu compliqué qui les retient dans leur décision. Et donc, pour nous, organismes, ce sont aussi des opérations qui tardent à sortir. Et donc, quand je parlais de crise de l'offre de logement, l'année 2023 et sans doute l'année 2024 risquent d'être assez compliquées pour lancer de nouvelles opérations. Alors, comment sortir de cette impasse ? Quels sont les leviers à la main des partenaires nationaux et locaux des organismes pour soutenir l'activité d'accession sociale des organismes HLM ? Je vais laisser la parole à Patrick Sibéras, donc directeur de la coopérative Kéredes, pour savoir très concrètement comment, à votre niveau, vous ressentez ces difficultés, j'allais dire, au quotidien pour produire des opérations d'accession sociale. Merci. Je croyais que vous alliez me dire la solution est... J'ai la solution. Non, il s'est dit plein de choses. La situation actuelle, elle est complexe. Mais enfin, le mot, en fait, il n'est pas nouveau. Ceci dit, quand je réfléchis, moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé dans cette coopérative. Je fréquentais un peu le milieu du logement aidé depuis quelques années, mais c'est pas nouveau. D'ailleurs, l'augmentation des coûts de la construction, c'est pas cette année. Nous, on les avait vus déjà dès 2019. Donc après, la grande différence, c'est plutôt l'augmentation des taux qui est arrivé. C'est l'effet ciseau qui est un peu violent là en ce moment. Donc, et je voudrais rentrer parce qu'on a beaucoup parlé de production. En fait, moi, je voudrais revenir quand même sur un petit. C'est pas la difficulté, c'est revenir sur les ménages en fait. Parce que c'est vrai qu'on en parle assez peu. Des fois, on produit, on sait bien produire. On est, je pense, tous performants, acteurs du logement social, les promoteurs et qui on bosse bien. Faut pas non plus opposer les deux mondes, mais voilà. Après, chacun, on n'a pas du tout les mêmes modèles, les mêmes visées. Mais en ce moment, finalement, la plus grande difficulté au quotidien, même si on signe tous les jours, moi je signe des contrats de réservation, d'opération, mais on voit quand même la dégradation rapide, et c'est ça qui fait la grande nouveauté, la dégradation très rapide de leur capacité d'accès, non pas au logement, mais pas au même logement. Parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on va toujours trouver des acquéreurs, il y aura des opérations qui vont se monter, peut-être qui vont prendre un peu plus de temps, qui vont être un peu plus complexes, mais on va trouver et on va les monter, effectivement en partenariat avec les collectivités locales où on a beaucoup plus de choses à partager. Je pense qu'il faut qu'on travaille à livre ouvert avec... on renvoyait à la question des exigences environnementales, et de l'équilibre de l'opération derrière, certes, c'est à travailler avec les collectivités, parce qu'après les leviers, je vais y revenir, mais pour les ménages, derrière, effectivement, c'est construire un logement, je pense qu'on est très bon pour le faire. Le vendre ou le louer pour les bailleurs, c'est une autre paire de manches. Et en ce moment, pour vous donner une image quand même assez claire, c'est qu'on a une dégradation des conditions qui autorise toujours l'accès au crédit. En fait, l'accès au crédit, il s'est pas éteint. Il est juste plus cher. Et comme il est plus cher, ça discute plus. Et
l'impact majeur, il va être sur, grosso modo, si je me résume, à la taille du logement. C'est-à-dire qu'un ménage, nous on en voit arriver en ce moment, et c'est le gros des trucs, c'est vu l'augmentation des opérations récentes, parce qu'il y a un petit biais dans la plaquette qui vous a été présentée, enfin un biais, qui n'est pas un biais. C'est les opérations que vous voyez là, elles datent d'il y a 4 ans en fait. C'est que les prix que vous voyez de sortie, ce qu'il faut vous dire, c'est que tant mieux pour les gens qui accèdent et qui ont pu accéder là avec ces prix-là, mais ça c'est terminé. Ça ne sortira pas, il n'y a pas une opération aujourd'hui qui sort au prix qui est marqué dans cette plaquette. Donc c'est une réalité parce que le montage des opérations, on l'a dit, il prend 48, 50, 55 mois. La moyenne chez nous, c'est 50 mois de montage. Donc, enfin, entre le montage et la livraison. Donc, ce que vous voyez, c'est des prix qui ont été négociés en 2018-2019. Je vous donne une petite idée. Il y a une opération qu'on a livrée en BRS, ça a été la première sur Saint-Malo, on a beaucoup parlé. Elle était vendue, parce qu'en plus, à la France 3, c'était génial, la maison, le petit collectif à 300 mètres de la plage. Donc, je disais, quelle opération incroyable en Bretagne. Et on l'a vendu 2200 du mètre carré, avec un coût de construction à 1400. C'est déjà 1450 dans mon souvenir, hein, Roseval. Aujourd'hui, le coût de construction, il est à 1750 pour certaines opérations, 1800, 1900 de base. RE 2020, sans rien, sans chichi, mais la réglementation thermique actuelle, etc. Si vous voulez du plus, vous dépassez les 2000. Et 2000, il y avait certains PLH où c'était 2000, le prix de vente maximum. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui se passe. Donc ce qu'il y a là, c'est très bien, et tant mieux pour une génération de ménages, ces 10 dernières années, dans une époque d'inflation zéro ou presque, et de taux qui étaient ridicules, voire zéro apport. Je rappelle qu'il y a encore pas longtemps, c'était zéro apport pour certaines banques. Ça posait aucun problème. Là, on voit la mutation, la joie dans les plans de financement, c'est la mutation dans les réservations que je vois arriver. Moi, je les signe forcément tous les jours, avec des apports de plus en plus importants. La dernière fois, c'était carrément un cas exceptionnel, certes. C'était 100 000 euros d'apport. Jamais vu un truc pareil. Mais encore hier, 50 000. C'est plus 5 000, 10 000, 15 000. Non, non, non. Et on voit une proportion d'apports gigantesque qui arrive. Et puis là-dessus, on rajoute, autre dimension sur laquelle il faudra faire du lobbying national tous, le PTZ là, hein, parce qu'il y a beaucoup de PTZ là. Ils sont taqués tous les. Et puis après, un peu d'emprunt. Donc ça permet encore de tenir le choc, mais on voit bien avec une augmentation de l'apport extrêmement important. Et je rajoute à ça donc une difficulté, mais ça passe encore. Il y a plein de choses qui se financent, hein, certes avec des taux qui sont plus à 0,5 ou 0,9, mais à 3, 3,5, on a son 4 pour la fin de l'année à peu près. Et ça va être la diminution de la taille du logement. C'est-à-dire qu'on voit des ménages qui viennent nous voir, ils disent « Ah, ce T4, il est pas mal, mais là, il est à 220 000, hein, pas à 180 comme il y a dans la plaquette. Hein. Il est plutôt autour de 220. Et puis en fait, on dit « Ah, ça m'intéresse, c'est bien pour ma famille, pour mon projet. » Et puis, ils vont voir la banque, puis ils reviennent nous voir, ils disent « À propos, vous avez quoi comme T3 parce que j'ai vu que vous faisiez aussi pas mal de T3. » Parce que le T3, il est à 180, ce qui était le T4 il y a 4 ans. Et voilà, donc la perte, elle est grosso modo ça, ce qu'on dit. Donc, on voit la transformation, on va continuer de produire, mais une offre, il va falloir qu'on oublie un peu, en guise de clin d'œil, je le raconte souvent de mes administrateurs, il est à BPGO, il disait « Je vais devoir, Patrick, réapprendre ce que c'est qu'un taux d'intérêt à mes équipes. » Parce que les banquiers, ces dernières années, ils ont travaillé à tellement bas que l'incidence du taux, il était ridicule, quoi. Donc on réapprend à travailler un plan de financement, on reparle du variable là en ce moment. Je ne sais pas si vous avez, même en Europe, là, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, machin. Mais il y a des articles qui commencent à reparaître dans les journaux. Donc voilà, moi c'était juste pour vous dire, c'est ça la difficulté. On construit, on sait construire, on travaille avec nous. Oui, les entreprises ont augmenté. En même temps, si on négocie bien, on arrive à bien travailler avec elles. On a un réseau d'entreprises. Les appels d'offres sont chers. Oui, il y a des augmentations. Oui, il y a aussi des actualisations. C'est-à-dire qu'on a découvert un monde d'actualisation qui est récent. On sait et j'en signe aussi tous les jours. Et sur coût, ceci, en raison de ceci, 15% par-ci, 10% par-là, comme vous le savez, machin. Bon, j'ai pas encore eu l'effet Turquie ou Syrie qu'évoquait Erwan,
Mais bon, bref, peu importe. Donc voilà, on a une augmentation réelle. Donc c'est vrai que après, comment on fait pour sortir et jouer sur que ce soit le locatif comme les opérateurs d'accession. Bon, on a beaucoup de leviers, mais qui sont difficiles à mobiliser. Alors j'ai envie de dire d'ailleurs, par rapport aux ménages, il manque, c'est dommage, un acteur autour de la table sont les banques. Enfin, il y a deux acteurs qui manquent. Il y en a un, il est dans la salle, c'est l'État. Mais les banques privées, ceci n'est pas une banque, même si ça s'appelle la Banque des Territoires. Ceci est un établissement. Je crois qu'on parle de vous. Monsieur Besson est le représentant d'un établissement public national, un peu différent, et tant mieux qu'il soit là pour le financement du logement social. Non, mais sans blague. Après, on peut râler de temps en temps contre la Banque des Territoires ou la Caisse des dépôts, vous l'appelez comme vous voulez. Mais heureusement qu'ils sont là pour financer notre politique du logement depuis tant d'années. S'ils vont pas sur le nucléaire, ça sera chouette. Voilà. Parce que là, c'est le gouffre. Bref, je reviens à mes moutons. Donc les banques, c'est important parce que les banques, elles ne financent pas que les acquéreurs, elles financent aussi les opérateurs. Une opération d'accession se monte avec un partenaire banquier. Et ce partenaire banquier a lui-même renforcé ses exigences vis-à-vis des opérateurs. C'est-à-dire que quand dans une période un peu entre guillemets facile, d'une inflation basse, des taux d'un coût de construction qui était encore acceptable, ils ne regardaient pas aussi les marges du bas. Et aujourd'hui, ils ont une analyse très très précise. Nous, si on n'arrive pas avec des taux de marge minimum de 4% en bas, c'est-à-dire on s'est déjà payé, mais on dégage une marge qui est nécessaire au réinvestissement, vous savez, dans le logement social, ce qui fait sa grande particularité par rapport à d'autres opérateurs privés, c'est qu'on réinvestit tout dans l'objet social. C'est notre premier... On ne verse pas de dividendes. Exactement. Donc tout ce qu'on dégage comme marge, et il faut que les organismes HLM soient riches de ce qu'ils dégagent comme marge pour réinvestir. Sinon, la machine se casse la figure. Et on a une exigence qui monte aussi là de plus en plus, et on a des partenariats bancaires importants. En Bretagne, il y a 3 banques principales, mais elles sont cruciales parce qu'elles sont d'un côté à l'équilibre au financement de l'opération avant que l'argent rentre, puisqu'une opération d'accession, je vous rappelle que l'argent ne rentre que c'est le ménage. À un moment, c'est ça qui va faire les rentrées d'argent, c'est le moment où les ménages vont commencer à faire leur premier versement. Mais ça n'arrive pas tout de suite. Donc il faut toute l'ingénierie de montage préalable d'une opération d'accession, il faut la financer. Donc c'est simple, soit vous avez des millions de fonds propres pour financer tout ça, mais c'est pas le cas. On a pour investir dans des opérations, mais on requiert aussi le financement des banques, qui ont elles-mêmes renforcé leur taux de crédit, etc. etc. Donc la période banque est extrêmement importante à appréhender. Donc en ce moment, c'est vrai que c'est pas simple. Toutes les opérations, tout ce que vous avez dit dans le diagnostic de base est réel par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc il y a des leviers. Moi, je pense que dans le logement social, et on l'a redit, la question évidemment foncière est centrale. Elle a explosé ces dernières années. Il y a des effets. Et là, pour le coup, les promoteurs ne sont pas nos amis, parce que quand il y a des surenchères foncières, enfin moi je veux bien j'ai testé 2 ans un prospecteur foncier. Il est parti, même presque de lui-même. Parce qu'à un moment donné, la prospection foncière, c'est sympa, mais quand vous battez contre certaines entreprises qui rajoutent 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, pouf, comme ça, sur une offre que vous avez faite, vous ne pouvez pas vous battre. Enfin, on n'est pas dans la même cour du tout. Là, c'est pas le même. Donc, nous, il a abandonné. Il est parti, Bertrand. Il bosse chez Action Logement, d'ailleurs, je crois. J'ai revu l'autre jour. Au national. Et non, mais on a perdu ce prospecteur. On a dit non, mais ça sert à rien. Il s'est épuisé. Et puis voilà. Donc c'est ou alors il faudrait qu'on mutualise tout ça à l'échelle Bretagne, qu'on fasse un. Bref. Donc voilà, la problématique foncière. Donc elle est très forte dans les opérations. Elle pèse énormément, comme le coût de construction. Mais là, on a beaucoup plus de mal à peser dessus. Le foncier, c'est les collectivités, beaucoup en tout cas, ou alors. Et les politiques publiques le permettent. Donc effectivement, il y a un moment donné, il y a des fonciers aujourd'hui. Je vais prendre un exemple à Saint-Malo. Il était très cher. La charge foncière pour l'OFS de Saint-Malo, elle était entre 300 et 400 euros du mètre carré. On est en train de réfléchir à l'aligner sur celle du logement social, à 90. Parce que faut diviser par 4 à un moment donné. Si vous voulez jouer, et c'est quoi ? C'est la redevance derrière. Attention, parce que l'achat du foncier par l'OFS, c'est la redevance, c'est pas l'équilibre de l'opération. Et puis sur l'équilibre d'opération,
Là, il y a la question de la fiscalité qui se joue, la fiscalité locale. Je rappelle, mesdames et messieurs les élus, que vous avez à votre main un peu de fiscalité locale, la taxe d'aménagement notamment, qui peut peser assez lourdement. Vous pouvez l'exonérer pour totalité, si vous le souhaitez. Certes, c'est des moindres recettes. C'est toujours ce vieux débat entre mais en même temps, ça permettra à des opérateurs de mieux sortir. Et puis à la fin, c'est le triptyque c'est la subvention. Hein. La subvention, elle existe. Elle revient un peu dans les échos des élus avec le BRS, c'est vrai. Puisque comme le produit est non spéculatif, on se dit, si je file 10 000 balles, 5 000 balles, je sais pas, bref, peu importe, on sait que l'objet est durablement social. C'est vrai qu'il y avait des réticences ces dernières années sur le PCA en disant, dans certains secteurs, en tout cas, je parle pour des secteurs les plus tendus, avec les plus-values qui étaient réalisées immédiatement après la première revente, le logement, il ne restait pas social longtemps, il restait social à un coup. C'était un pistolet à un coup, quoi. Donc, mais là, je renvoie à la question du zonage. Et puis, l'État a joué sur cette question du zonage. Effectivement, la Banque des Territoires en fait sa référence. C'est un peu bloquant en ce moment. Donc, c'est vrai que je suis intéressé d'avoir la position. On va laisser la Philippe. parole à Monsieur Besson juste après. Non, j'ai encore plein de trucs à dire. Ah oui, mais... Non, je sais mais voilà, il y a plein de leviers sur lesquels agir. Et la question foncière qu'ont soulevé les bailleurs tout à l'heure, effectivement, ils sont parfois, pas tout le temps, il y a des collectivités qui avaient récupéré le foncier par des rétrocessions. Mais là où les bailleurs ont beaucoup ont encore des fonciers dans des ex-ZUP, ZUS aujourd'hui et autres. Oui, et puis via la densification, il y a des manières de régénérer du foncier à pas cher dans ces zones et avec de la péréquation. Parce que tout se monte en péréquation aujourd'hui. Il n'y a pas une opération, je vous le dis là aussi, mesdames et messieurs les élus, une opération 100% sociale aujourd'hui, ça n'existe plus. Voilà. Ça passe pas. Ça passe pas globalement. Il faut trouver une péréquation quelque part dans le produit avec un autre partenaire, dans des montages économiques. Oui. Mais, de SCCV ou autre. Merci pour ce premier constat. Madame Le Pape, je vais vous demander de nous préciser un petit peu quelle est la place de l'accession sociale dans votre politique de l'habitat, parce que, comme vous l'avez bien compris, les organismes HLM ont besoin de politiques locales volontaristes et facilitatrices. Comment vous voyez les choses ? Alors oui, je me suis rendu compte tout à l'heure que je ne me suis pas présentée quand j'ai fait le petit mot d'accueil. Donc je suis Hortense Le Pape, donc j'ai plusieurs casquettes, à vrai dire. Je suis maire adjointe à Vannes, en charge de l'urbanisme. J'ai également une délégation à Golfe du Morbihan, Vannes Agglomération, donc en charge de l'habitat et du logement. Et je suis également présidente de Morbihan Habitat, donc le bailleur social récemment regroupé du Morbihan, qui regroupe les 3 anciens bailleurs qui étaient Bretagne Sud Habitat, Vannes Golfe Habitat et Lorient Habitat. Et donc effectivement, quelquefois, j'ai un petit peu des points de vue qui sont pas... Enfin, le but est le même, évidemment, c'est de loger les gens. Mais j'ai quelquefois mon point de vue d'élu, quelquefois mon point de vue quand on parle de taxe d'aménagement, par exemple. Et puis quelquefois, j'ai mon point de vue... bien entendu, de présidente de Morbihan Habitat. La Banque du Territoire, petite insiste, parce que c'est bien aussi qu'ils financent le nucléaire, parce que sinon, les frais de chauffage de nos locataires vont devenir absolument incontrôlables, et donc c'est bien aussi qu'ils bénéficient d'une électricité à prix modéré. Bon, je ferme la parenthèse. Bon. Alors effectivement, à GMVA, alors là, du coup, je parle de GMVA. On a été innovants parce qu'on a été les premiers, c'était en 2006, à faire le premier PSLA, le premier prêt social de location-accession, à Tex, qui est une commune juste à côté, une commune d'agglomération tout près de Vannes. Et donc à l'époque, c'était vraiment un produit innovant et sur lequel on fondait beaucoup d'espoir. Bon, Patrick l'a dit, effectivement, on s'est rendu compte depuis qu'avec la hausse des prix du foncier, c'était devenu un produit spéculatif et que le premier ménage il avait carrément pris le ticket gagnant du loto. Mais effectivement, on l'a vu. Alors, avec le scénario de cauchemardesque que je vous fais en bref, c'est-à-dire que le ménage achète, il a une clause anti-spéculative, mais qui part en sifflet vers la fin des 10 ans. Et puis, de toute façon, il a intérêt à... Même si la plus-value est telle même s'il paye la clause anti-spéculative, il va quand même faire une belle plus-value.
Et donc, le logement qui était destiné à un ménage, des jeunes actifs travaillant sur le territoire, va se retrouver acquis par un couple de retraités qui, dans le pire des cas, va le mettre en location meublée saisonnière. Donc, l'argent public aurait été bien utilisé. Donc, on s'est dit, faut peut-être trouver une autre solution. Donc, on a décidé effectivement de créer un organisme de foncier solidaire. Et on a fait ça, en fait, juste, ça faisait partie vraiment des premières choses qu'on a faites après les élections de 2020. On a vraiment mis les bouchées doubles et les services de l'agglomération, de l'habitat de l'agglomération qui sont là, ont vraiment fait un super boulot. Et donc, on a eu un agrément de la Banque des Territoires, un agrément de l'État, pour valider la création de cet organisme de foncier solidaire. Et donc, depuis, je suis très contente d'être à côté de mon voisin Philippe Besson, parce qu'effectivement, depuis, nous attendons, en fait, nous avons des projets, on est vraiment sur les starting blocks, on a un certain nombre de projets qui n'attendent qu'une chose, et c'est l'aval de la Banque des Territoires, et surtout les prêts de la Banque des Territoires, en fait, parce que, voilà, les prêts long terme, les prêts Gaïa, qui nous permettent de financer ce type de logement, d'accession sociale à la propriété, qui, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais effectivement, corrige les défauts du PSLA, tout en permettant à des ménages d'accéder à la propriété avec une décote qui représente le prix du foncier, ou environ 30% par rapport à ce que pourrait trouver dans le marché libre. Et donc, et ça répond surtout, parce qu'effectivement, on voulait axer un peu sur la partie ménage dans cette deuxième table ronde, ça répond à une frange de la population, en fait, qui n'est pas, pour l'instant, qui est une espèce de trou dans la raquette, terrible, parce qu'effectivement, il y a le secteur, les gens qui ont de l'apport, qui peuvent se permettre d'accéder à la propriété dans le marché libre. Il y a toutes les personnes qui sont dans le parc social, et on sait, alors là, moi personnellement, j'ai jamais, alors si un jour quelqu'un me trouve le vrai chiffre, je suis preneuse, parce que j'ai jamais réussi à savoir quel était le pourcentage de la population française qui était éligible potentiellement au logement social. Quelquefois j'entends 70, quelquefois j'entends 80, enfin bon, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de monde, et donc on voit bien qu'il n'y a pas évidemment 80% ou 75% de la population qui peut y accéder, pour la raison qu'on sait, c'est qu'en fait on connaît une embolie depuis quelques années là, qui s'accélère du parc social, parce que les gens n'en sortent plus, parce qu'évidemment ils ne peuvent plus faire ce parcours résidentiel qu'ils faisaient avant. Et du coup, nous en commission d'attribution, alors moi en tant que présidente du bailleur, je préside les commissions d'attribution. On voit bien, quand on a un ménage qui gagne, qui est à 900 € par mois, l'autre est à 1300, l'autre il est à 1600, celui qui est à 1600, on peut dire qu'il soit riche, il peut de toute façon pas louer dans le privé, ni encore moins acheter, mais on peut avoir tendance à donner à attribuer le logement à la personne qui a les plus faibles revenus. Donc paupérisation, donc plus de mixité, enfin tous les problèmes qui en découlent. Donc on se dit qu'effectivement ce BRS va permettre de toucher, de permettre à cette population qui, de toute façon, même si elle est dans les plafonds, ne pourra pas accéder au logement social du fait qu'elle a des gens qui sont moins bien lotis qu'elle, en fait. Et donc, on touche effectivement la catégorie d'actifs, de jeunes actifs, avec 2 salaires, et qui sont susceptibles d'avoir une capacité d'épargne pour rembourser leur accession. Donc, effectivement, on fonde beaucoup d'espoir sur ce produit. Mais là aussi, je voudrais un peu temporiser, parce que ça ne va pas être la panacée, ça ne va pas être la solution à tout. Donc il ne faut surtout pas qu'on se dise le BRS va venir en déduction. En fait, si on faisait 25% de logements sociaux, on va faire 10% de BRS, et puis du coup, on ne fera plus que 15% de LLS. Ça, il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Il faut vraiment que ce soit un produit en plus, parce que, à cause de ce que je viens d'expliquer, c'est que justement, si on le prend sur le quota LLS, il y a encore moins de gens qui pourront accéder au logement social. Il faut au contraire le mettre en plus pour que cette population qui pour l'instant n'accède à rien, n'a pas de solution de logement, trouve là-dedans cette solution. Et c'est vrai qu'on a une commercialisation en ce moment juste à Vannes, à côté de la clinique Océane, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle plus comme ça. Et donc, on voit qu'on a beaucoup de professionnels de santé qui candidatent pour ce type de bien, parce que trajet domicile-travail raccourci, des salaires, souvent 2 salaires, des salaires de personnes qui sont là aussi de ce qu'on a appelé pendant la crise sanitaire pardon.
Des premières lignes, exactement. Des gens dont le travail est indispensable et, et qui ne peuvent pas télétravailler, qui n'est pas délocalisable, etc. Donc, et c'est vraiment très important. On l'a vu tout à l'heure quand on nous a montré la carte des entreprises et du tissu économique. Effectivement, l'équilibre, il est extrêmement fragile. Et si on voit que le tissu économique ne trouve plus à recruter, les entreprises n'arrivent plus à recruter parce qu'elles n'arrivent plus à se loger. On a des entreprises, nous, du Pays de Vannes, qui nous ont clairement dit, si ça continue comme ça, moi, je prends mes clics et mes claques et je pars 100 km au nord et pour là où mes employés trouveront à se loger de manière plus correcte, quoi. Alors, effectivement, le golfe, le littoral, tout ça, ça attire. Mais ça a des limites, quoi. Quand on peut pas se loger, effectivement, on peut passer d'un T4 à un T3, on peut se dire on va se serrer, on va mettre peut-être des enfants dans la même chambre et tout, mais on peut pas non plus vivre dans 10 mètres carrés. Voilà, c'est pas possible. Et ça existe. Hein. Moi qui suis en charge de ces questions à Vannes, on a des gens, on a véritablement des marchands de sommeil qui louent des choses absolument indécentes, etc. Enfin, bon, c'est incroyable, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc et puis oui, dernière chose. Pas non plus imaginer que tout le monde va être éligible. Il ne faut pas se dire, parce qu'on a aussi besoin de clients, donc de ménages qui vont pouvoir acquérir. Donc c'est pas, on l'a dit, on a parlé de hausse des taux et tout ça. Donc tout le monde ne pourra pas accéder à ce produit. Et puis aussi, c'est important de le dire, toutes les communes ne pourront pas avoir du BRS sur leur territoire. C'est vraiment un produit de zone tendue. C'est pas mon voisin de droite qui va me contredire. Et donc c'est vraiment un produit de zone tendue. Et alors, il y a une possibilité aussi. Les communes, si elles veulent vraiment avoir ce type de produit, elles peuvent apporter le foncier. Donc ça, évidemment, si elles apportent le foncier gratuitement, ou si elles l'apportent à des prix très symboliques, l'opération peut passer. Mais c'est vraiment, il faut quand même aussi se poser la question de savoir est-ce qu'un ménage dans une zone vraiment détendue va avoir un avantage comparatif d'acheter en BRS quand il pourrait acheter à peine plus cher en pleine propriété. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Donc maintenant, pour en finir avec voilà mon propos, je voulais donc effectivement solliciter à nouveau mon voisin pour lui dire que vraiment on a besoin de lui, on est vraiment en attente. Et dernière chose, le foncier, pour moi, c'est vraiment le pétrole de demain. Enfin, ça fait partie, vous connaissez la théorie et la tragédie des communs. Vraiment, le foncier, ça doit devenir un commun, c'est-à-dire que ça doit être un bien qui est dont on a, parce qu'on voit qu'on passe, on le voit bien dans plein de phénomènes dans la société, on passe d'une société de la possession à une société de l'usage. Et je pense que le foncier, ça va être ça aussi. Il y aura toujours cet attachement à la terre, etc., qui existe et qui ne disparaîtra pas. Mais on le voit dans les modes la façon aussi dont les nouvelles générations conçoivent leur travail. Elles conçoivent souvent leur travail comme des étapes. Elles font des pauses longues pour voyager, pour faire autre chose, etc., pour faire des projets qui leur tiennent à cœur. Et je pense que l'acquisition d'un logement peut être très bien décorrélée de la possession du foncier. Je pense qu'il y a un vrai créneau, si je puis dire. Mais voilà, le commun, le foncier doit devenir un commun. Et c'est pour ça qu'il faut véritablement que nous, élus, pour le coup, et moi, vraiment, je plaide cette cause auprès de mes collègues élus, il faut qu'on garde la maîtrise du foncier à tout prix. Et là, encore une fois, j'évoquais les communes qui souhaitent pas forcément... qui ne seront pas forcément éligibles au prêt long terme, mais qui souhaitent quand même avoir du BRS, avoir un organisme foncier solidaire de la collectivité, comme nous avons souhaité créer à GMBA, c'est aussi une garantie pour elles que ce bien commun restera dans la collectivité. Parce que ça ne va pas partir on ne sait où, elles ont la garantie que ce foncier, l'effort que la commune aura fait sera définitivement un bien commun. Très bien, merci Madame Lepape pour votre témoignage. Monsieur Besson, donc on va parler avec vous de BRS. Est-ce que sur certains territoires, il peut redonner une certaine marge de manœuvre aux opérateurs ? Oui, sûrement. Tout d'abord, peut-être à la destination notamment des étudiants, qui sont nombreux parmi nous, mais peut-être pas que, en vraiment 2 mots, dire qui est la Caisse Dépôt. On est un établissement public, indépendant, qui n'est pas sous la tutelle de l'État ou d'une collectivité, et qui, pour faire simple, parmi tout ce qu'elle fait, récupère l'argent du livret A, une grande partie de l'argent du livret A, et le transforme en faisant des prêts
de très long terme, notamment sur le logement social, où on a le monopole, puisque c'est le prêt de la Caisse des dépôts qui donne l'octroi de la TVA à 5,5. Donc si on va à la Cité Générale, on a une TVA à 20%, donc du coup tout le monde vient chez nous. Et donc on fait une multitude de choses, je ne vais pas être trop long, mais voilà, on est les spécialistes avec cet argent du livret A, qui est votre argent, de faire des prêts de très long terme, sur des sujets d'intérêt général. Et depuis l'après-guerre, le sujet d'intérêt général principal, c'est le logement et le logement social. Et Banque des Territoires, vous avez entendu ça, c'est une marque depuis 2 ans qui est en fait ce que l'activité de la Caisse des dépôts en région, et notamment sur le logement. Bon voilà, j'en termine avec ça. Alors évidemment, le constat, il est un peu noir. Mais finalement, ça pourrait être pire s'il n'y avait pas la Caisse des dépôts. En ce sens que il y a un... Non, blague à part, le logement social et l'accession sociale ont finalement, mais c'est l'État qui l'a voulu comme ça, hein, un acteur public d'intérêt général qui est le banquier principal de ça, et qui, du coup, agit comme un établissement public et pas comme un banquier. Je ne voudrais pas paraphraser Bruno Fievier tout à l'heure, mais quand il faisait la comparaison entre les promoteurs sociaux et son activité, moi, je pourrais faire la même comparaison avec les banquiers normaux et ce que fait la Banque des Territoires. En 2 mots, un petit organisme HLM, il a les mêmes conditions chez nous que l'office de la mairie de Paris, par exemple. C'est les mêmes taux, on prête au même prix. Donc c'est un formidable outil d'aménagement du territoire, et on ne prête pas en fonction du risque qu'on a identifié en face, en se disant, mais en fonction de l'objet qui est financé. Donc il n'y a que nous qui faisons ça. On prête sur des durées très longues, jusqu'à 80 ans sur le BRS. Aucun banquier ne fera ça. Voilà. Et on finance des études pour aider par exemple, Lorient, ils veulent créer un BRS, on va leur payer la moitié de l'étude de montage du truc. Donc, voilà. Non, parce que vous ne me l'avez pas demandé. Mais vous l'avez très bien fait en interne, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Hortense Le Pape sur le fait que les services ont très bien travaillé. Bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que nous, dans cette affaire-là, l'État nous a demandé d'intervenir en BRS sur les zones tendues. Il faut voir que l'État parisien, la Caisse des dépôts parisienne, l'enjeu national, c'était quand même du Paris-Lyon-Marseille, quand même. Il faut bien se le dire. Là où il y a la tension, encore plus que chez nous, c'est l'Île-de-France, donc c'était zone tendue. Et alors, zone tendue, ça veut tout dire et rien dire. Il y a un décret de 2013 qui donne les agglomérations en zone tendue. Il n'y a rien en Bretagne, même pas à Rennes. Il y a une vingtaine, 25 agglos. On n'y est pour rien. Hein. Donc nous, la Caisse des dépôts, on veut ni l'un ni l'autre. L'État n'a... Et donc, on s'est rapatrié sur le zonage ABC, faute de mieux. Et là, c'est pas nous qui l'avons créé non plus. Il est un peu ancien, mais enfin, zone tendue ABC, ça a été dit tout à l'heure, c'est extrêmement maigre chez nous. Par comparaison, par exemple, le Pays Basque, qui a des similitudes avec le territoire, par exemple, où nous sommes, ici, du golfe du Morbihan, a beaucoup plus de B1. Donc, nous, on dit, voilà, on va essayer de déroger, on va faire ce qu'on peut, on est conscient et on adhère à ce que veulent les élus, mais on fait dans un cadre qui est un peu contraint. Donc, ça sera dérogatoire, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire. Donc, vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous envisagez de regarder ces dossiers en zone B2 ? Voilà. Alors, du coup, nous, on a réfléchi à une méthodologie parce que autant on n'a pas à dire où doit se faire du BRS, parce que j'allais dire que
C'est de la responsabilité en partie des élus, même si ce n'est pas un produit réglementé, comme le plus PLAI. Mais on va dire les acteurs au sens large, on les laisse faire, et puis il y a un marché. Autant nous, on peut dire si on prête ou on prête pas. Ça reste quand même, comme tout acteur financier, notre liberté. Et donc, comme le disait Hortense Le Pape, il y a des opérations qui peuvent sortir en fonds propres, il y a des opérateurs qui peuvent sortir. Les premières opérations à Saint-Malo sous BRS, il y avait un foncier qui était très fortement aidé par la collectivité, qui ont rendu possible les choses dans une grande part. Donc voilà. Et puis Rennes et Lille ne nous empruntent pas. Donc on n'a pas à dire où doivent se faire le BRS. Ceci dit, nous, on a 2 angles d'analyse, pour faire simple. Cette fameuse éligibilité territoriale qui fait que on manipule de l'argent du livret A sur un mandat que nous donne l'État, et donc on lui rend des comptes sur comment on utilise l'argent, et donc on nous a dit zone tendue, donc on est dans ce cadre-là. Et puis une analyse plus classique de banquier, de risque, en se disant, ben voilà, on prête sur 80 ans, le capital il va mettre longtemps à revenir. Il faut qu'on regarde quand même les choses. On ne veut pas être la voiture balai et afficher qu'on est laxiste sur un sujet quand même financier. Donc rapidement sur les questions géographiques, nous on a 3 étages de demande. Tout d'abord, on a souhaité que les demandes de prêt ne viennent pas du directeur financier par un pauvre mail qui nous arrive, etc. Ce qu'on peut faire avec des acteurs qu'on connaît très bien, parce que on veut de la fluidité, nous aussi. On demande un courrier signé de la gouvernance de l'emprunteur et co-signé d'un élu de l'endroit où se trouve l'opération. Et sur GMVA, les courriers ont été co-signés par David Robot, manifestant le portage politique et l'importance que ça revêt d'un point de vue territorial, cette affaire-là. Et donc on se passe, nous les premiers, pas seulement sur un angle financier, petite porte, mais sur un sujet d'intérêt général, de vie du territoire, etc. Et puis, quant à faire, si c'est évident que c'est tendu et qu'il faut faire du BRS, on lui demande d'argumenter sur la tension du marché et qu'il nous écrive une demi-page sur quelques indicateurs sur pourquoi c'est si important de faire BRS et pourquoi, qui nous aide à justifier du fait qu'on ait une dérogation et intervenir en B2. Donc ça se passe bien. À GMVA, on a eu quelque chose de très, très bien. On a eu quelque chose aussi qui est important, j'en profite pour en parler. GMVA a réitéré, parce que je crois que ça avait déjà été fait quelques années, une demande au ministre de reclassement en B1. Là aussi, je veux dire, vous serez reclassé si vous le demandez. Peut-être, mais si vous ne le demandez pas, vous ne serez jamais reclassé. Je rappelle que l'année dernière, la Haute-Savoie a eu une 20aine de communes qui ont été reclassées en B1. Donc c'est pas impossible. Ça se travaille, ça s'argumente. Nous, on peut aussi être du coup, par ricochet, pour l'État, un facteur positif. L'État pourra se dire peut-être au bout d'un moment, si la Caisse des dépôts accepte sur ce territoire systématiquement des dérogations, peut-être que ça vaut le coup qu'on reclasse en B1, parce que de fait, on validera a posteriori quelque chose qui est déjà, dans les faits, un comportement de B1 par la Caisse des dépôts. Peut-être, je ne sais pas, mais on peut s'associer. Mais c'est à vous aussi, si je peux me permettre ce conseil, à demander des reclassements. Ça ne mange pas de pain, entre guillemets. Oui, évidemment que l'idéal, ça serait de tout refondre. Mais c'est peut-être compliqué, et donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il y aura eu quelques dérogations accordées qu'il n'y aura pas quand même une refonte si l'État le souhaite en temps et en heure. Donc les deux peuvent se cumuler. Et puis il faut voir aussi que au niveau national,
cette histoire de BRS, comme vous le dites, effectivement, et c'est des zones tendues, donc c'est très quand même littoral ouest de la France. Il y a des sujets qui sont... Enfin, je veux dire, il y a, dans l'Est, par exemple, ou il y a des endroits où on n'aurait pas ce genre de réunion et de manifestation. Donc, si c'est pas un enjeu national réparti partout sur le territoire, peut-être que le ministère se dira, après tout, oui, c'est un phénomène de l'Ouest, mais j'ai pas que l'Ouest à m'intéresser, il y a aussi le reste, donc ça peut attendre. Je veux dire que chacun doit pousser son avantage et manifester son intérêt. Et donc, il y a une part, probablement, un peu de lever le doigt, de lobbying, des choses comme ça, qui n'est pas indépendant du fait que on peut tous appeler de nos voeux une refonte plus globale, bien sûr. Mais peut-être que Patrick voulait... Non, mais je veux reprendre... c'est-à-dire que moi, je trouve que le comble, quand même, c'est qu'effectivement, on s'appuie sur un zonage dont on sait les modes de calcul aberrants qu'ils peuvent produire, dont on sait aussi ceux qui en usent, parce qu'on demande, avec plus ou moins de pression, je me rappelle d'Angers, à un moment donné, qu'effectivement, du jour au lendemain, avec quelques autres communes à basculer, parce que tout d'un coup, on lève le doigt, on obtient... Enfin, tu dis, ce pays marche sur la tête là-dessus. Et qu'en plus, la Caisse des dépôts fonde sa distribution de crédit là-dessus, c'est donner à la Caisse des dépôts en plus un pouvoir qui n'a pas lieu d'être. Parce que, pardonne-moi, nulle part il y a marqué que le BRS, nulle part dans le texte de loi, il est zoné. C'est une doctrine que sont fixées quelques, je ne sais pas qui, où, et vous compris, à votre niveau national, jusqu'à aller décider d'opérations locales dans des comités d'engagement nationaux, quoi. Pardonne-moi, Philippe, mais à un moment donné... et à Paris, de où tu juges de la pertinence en 5 minutes, comme tu me l'as expliqué, où on te demande d'argumenter un tout petit peu. C'est la loterie, là. Tu te dis, moi, j'ai une opération dans les tuyaux, elle est en danger au sens où je porte le risque. Avec la collectivité, je remercie, etc. Mais en même temps, et tu te dis, le temps... moi, j'ai pas le temps d'attendre, des fois. Ça fait 6 mois qu'on attend des décisions. Non, mais si, je reviens là-dessus. Et dernier truc. Et ça, c'est problématique. Quand tu remets les clés du financement d'une politique publique à un acteur qui définit sa propre doctrine, on marche sur la tête. Pour moi, là, ça doit changer. Donc, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Rennes s'en est passé, de la Caisse des dépôts. Pardonne-moi, je vais être un peu agressif là, mais quand tu veux accélérer le système, tu te passes de ce type de financement. Après, c'est un investissement et c'est de l'achat de foncier qui s'est fait par la collectivité, mis à disposition d'un OFS de territoire, et ça marche comme ça. Et la redevance est très faible, et ça montre que c'est possible. Après, c'est une question, effectivement, ça renvoie à la question de moyens. Je ne connais pas les finances de l'agglomération de Vannes, ni toutes les agglos du secteur, mais on a un enjeu, une politique, des moyens. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, d'accord. Mais néanmoins, ça renvoie à la question centrale politique. Deuxième chose sur le zonage, on a su montrer, le président de la République, c'est pas souvent que je le cite, il nous dit plus de décentralisation. Bah chiche. Allons-y là-dessus, parce qu'on l'a fait en plus en Bretagne. On a montré avec le Pinel breton. En même temps, les organismes HLM à l'époque ont été dans le groupe de travail pour valider, parce qu'on a besoin aussi la politique du logement, comme elle a besoin de multiples produits dans le locatif, dans l'accession, elle a besoin de la promotion. Et elle a besoin d'investisseurs, comme elle a besoin de gens qui achètent pour leur résidence principale, etc. Donc c'est vaste et complexe. Et on a élaboré il y a quelques années une carte de l'attention en Bretagne sous couvert de l'État. L'État, il a bien un représentant en région, quoi, que je me trompe. Et c'est le préfet, il est là, c'est le représentant de l'État. Il garantit donc la mise en œuvre de la politique publique nationale qui reste une politique régalienne d'État en France. Mais néanmoins, il a doté de dispositifs via les lois liberté et responsabilité locale de l'époque, puis renforcés par tout un tas de dispositifs, la dernière 3DS, etc. Et c'est ce qu'il faut, et ça, tous les élus, il faut qu'ils y aillent ensemble, et puis on y va ensemble si vous voulez, on se lève, et puis on y va, et on défend, et on a réussi à le défendre. Et on a réussi à défendre du Pinel en Bretagne. On est la seule région de France à l'avoir fait. C'est une expérimentation, ok, mais ça montre, parce qu'on a montré qu'il y avait une tension, parce qu'on a montré qu'il y avait une réalité d'opération, que ça marchait, qu'on n'arrivait à pas vendre, qu'on n'était pas des uluberlus, qu'on avait des politiques locales de l'habitat, qu'on y mettait des moyens, et qu'on avait un État qui était capable de contrôler tout ça et de dire ok, pas d'accord, attends, on discute, et une instance adulte et responsable. Donc demain, et cette carte, on a demandé à l'échelle régionale à la réactualiser.
eh ben, elle ressemble pas trop elle ressemble un peu au zonage là, mais elle montre une plus belle réalité de ce qu'est la vraie tension en Bretagne. D'ailleurs, Action Logement, ils n'ont pas la même carte, hein. Vous en parlerez peut-être, mais vous n'avez pas la même carte de la tension. On fait comment? Donc, et qui est un peu plus étendue par certains secteurs, parce qu'il y a de l'activité aussi en Centre-Bretagne, effectivement. Bon, bref. Attends, Patrick, c'est important. je vais finir mon propos. Ouais, Alors, au passage, le risque, c'est moi qui le prends. C'est moi qui le prends, parce que une fois que tu as vendu tes logements, tu as pris ta marge, c'est fini. Moi, je finance 100% de ton terrain sur 80 ans. Donc, c'est moi qui porte le risque sur le terrain. Et toi, tu as pris ta marge en vendant tes logements. D'accord, très bien. Mais c'est moi qui reste avec un financement sur 80 ans. Je parle d'un outil OFS public de territoire, d'une collectivité locale. C'est ça qu'on construit. C'est pas un opérateur. On m'accuse pas en tant qu'opérateur. Bien sûr que je prends ma marge et encore heureux que je le fasse. Et tu me demandes de le faire. Oui, non, mais tu me demandes de le faire. Patrick, tu mets beaucoup de passion, mais reste un peu raisonnable. Non, je parle vrai, quoi. Quand j'ai besoin de 4%, quand vous me dites 4% de marge en bas, et comme les banques, et tu as intérêt à être à l'équilibre et tu as intérêt à dégager. C'est vous qui nous demandez de l'équilibre et vous jugez les organismes à l'aune de ces chiffres. Mais on a intérêt à avoir un peu d'orthodoxie financière. Oui. Donc, tout ça pour dire. Très vite pour conclure sur ce dossier, je voudrais laisser la parole à un peu dérapé, et puis Action Logement voudra aussi intervenir. Nous, on demande un portage politique fort. Et ça doit pouvoir se trouver. Deuxièmement, effectivement, et Patrick l'a évoqué, on a la chance en Bretagne d'avoir eu l'État local et les acteurs au sein du CRH qui ont travaillé sur une carte de tension qui n'existe pas dans toutes les régions, loin s'en faut. Et donc cette carte-là, en gros, montre que sur la... Non, elle n'est pas montrée. Sur la côte... J'aimerais bien la voir. Ben, elle est en CRHH, tu as accès au... Ah ben, celle que j'ai trouvée est 2018, la dernière. Et donc on en a discuté avec l'Adréal. Ça ne serait pas infaisable qu'elle puisse être d'actualiser. Simplement, c'est une mécanique un peu lourde, donc ça ne sera pas instantané. Mais moi, dans mon comité national, je montre cette carte-là en disant que, évidemment, que la situation n'a qu'empiré. Et que 2018, c'est déjà pas mal rouge sur la côte. Mais que si elle était actualisée, ça serait encore pire. Donc c'est un deuxième argument. Après le portage des élus, l'État qui lui-même, de façon locale, indique qu'il y a une tension, notamment en Bretagne. Je m'occupe de la Bretagne, le reste de France, ce n'est pas mon sujet. Et puis, troisième, c'est pour vous dire qu'on y travaille et qu'on n'attend pas qu'un dossier arrive en disant ça sera oui ou non. Non, on essaye de participer à côté des élus, à côté des acteurs de la construction, au fait qu'on puisse financer, et on essaie d'être imaginatif. Donc, troisième étage, on est, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est le banquier exclusif des notaires et des professions juridiques. Ils ont obligation d'avoir le compte chez nous. Et donc, on les connaît bien, et c'est des sachants et des connaisseurs du logement social. Donc, moi, j'ai appelé le président de la chambre départementale du Morbihan en disant, Maître Aujon, aidez-nous à qualifier la tension du marché. On a besoin de vous. Et d'ailleurs, on vous préviendra quand les opérations BRS seront financées, parce que 2 ans après, il y a des accédants qui vont venir voir le notaire du coin en disant « je vais acheter sous BRS ». Il ne s'agit pas qu'ils disent « sous quoi ?» Donc voilà, donc ils se forment, ils sont dans ce mouvement-là, mais c'est nouveau aussi pour eux. Et donc on a des relations qu'on garde pour nous, parce qu'il y a des données un peu confidentielles issues de leur base, mais on travaille aussi sur la tension du marché vue des notaires en termes de prix, en termes de délai de commercialisation, en termes de que sais-je. Voilà, donc tout ça fait qu'on a, je pense, désormais une capacité à pouvoir remonter à Paris régulièrement en Bretagne des dérogations qui restent des dérogations au regard de ce que nous a demandé l'État pour utiliser l'argent du livret A. Et donc le premier dossier, on peut l'annoncer, est déposé pour l'office de GMVA et passera chez nous en comité national. Ça ne m'est pas délégué pour le moment, à la fin du mois. Donc voilà, c'est le début de quelque chose. On y travaille avec les services de GMVA de façon proche, et
Et le message qu'on fait passer, y compris à ceux qui veulent monter un OFS, par exemple dans les Côtes-d'Armor, c'est associez-nous. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois à la Caisse des dépôts, vous êtes un acteur incontournable en finançant à 80 ans le foncier, donc en pouvant avoir une redevance de sortie très faible, et ne pas être associé aux réunions de montage, etc. Donc on est à disposition de chacun pour pousser le crayon, pour travailler, pour faire des équipes d'opération, pour de faire en sorte que finalement, nous, en tant que banquiers, on soit à l'aise pour financer une entité qui, quand c'est un office territorial de collectivité qui ouvre quand même une boutique et à qui on va prêter, le premier jour, elle ouvre et on lui prête à 80 ans. Donc, d'un point de vue banquier, c'est nous qui prenons le pari, c'est nous qui prenons le risque. Et donc, il faut que tout le monde en soit conscient. Donc, il faut que, quand même, on puisse avoir notre mot à dire sur les équilibres financiers. Voilà. Quand c'est un organisme HLM ou un acteur plus ancien qui prend l'option BRS, les choses sont plus simples. Parce que forcément, il y a une assise financière, il y a des relations qui existent déjà avec nous dans un certain nombre de cas. Donc les choses sont plus simples. Mais pour un office territorial, nous, on n'a pas à dire aux élus, vous avez l'autorisation ou pas d'en monter un. On n'est absolument pas en censure. Par contre, on sera attentif à savoir à qui on prête, oui, forcément. Vous fassiez votre retour en tant qu'Action Logement pour notamment accompagner les opérateurs et les accédants à la propriété dans des aides, dans des prêts que vous êtes en capacité de mobiliser. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Oui, je vous remercie. Bon, je vais paraphraser ce qu'ont dit les personnes autour de cette et de ces tables rondes, bien évidemment. Action Logement, l'accession sociale, c'est ça fait partie des piliers fondamentaux du groupe, puisque, sans refaire toute la genèse, dès les années 50, les employeurs ont créé des groupements entre eux pour favoriser l'accession à la propriété de leurs salariés. Et donc, en 1953, on a eu la création des comités interprofessionnels du logement. Donc, tout au long, depuis la création, il y a toujours eu des pré-accessions pour faciliter l'accession à la propriété des salariés. Après, notre offre s'est enrichie au fil des années. Et par exemple, en 2008, on a mis en place un mode de financement d'accession sociale, avec les mêmes critères de revenus que pour le PSLA, qui était le pass foncier, donc qui permettait une acquisition en 2 temps. L'acquisition du bâti, et dans un second temps, après avoir remboursé le prêt immobilier du bâti, l'accédant se portait, nous remboursait, si vous voulez, le foncier. Voilà. Donc, une des évolutions. Et puis, au fil de l'eau, on a diversifié nos produits. Et au fil de la réglementation, et c'est en 2020-2022, donc on a eu le plan d'investissement volontaire déployé par notre gouvernance et dont un des volets était de faciliter en fait les OFS par le biais de financement. Donc pour 2023, on continue à accompagner les OFS sur tout le territoire. Donc là, soyez vigilants. Il y aura un AMI de lancer au mois d'avril, en principe, par Action Logement. Mais on a 40 millions d'euros sur cette ligne de financement au niveau national. Donc c'est un AMI vraiment porté par Action Logement au national.
On a aussi, et là, sur la Bretagne, on est assez bien doté de villes qui ont été éligibles au programme Action Cœur de Ville. Donc là, on passe dans la V2 d'Action Cœur de Ville. Action Logement, au niveau national, a investi plus d'1,5 milliard au cours des 3 dernières années. Donc, on accompagne donc les opérations de production, que ce soit en accession sociale type PSLA que BRS. Donc, les subventions, il y a une subvention de 15 000 € qui est versée au maître d'ouvrage afin de diminuer le coût, le prix d'acquisition du logement quand il s'agit d'un salarié. Donc là, c'est un bon levier aussi pour les salariés pour accéder à la propriété. Et puis, en plus, on a donc un prêt à court terme à 0% pour financer, en fait, pour faire le portage du foncier pendant toute la durée de la production des logements. Donc ça, c'est côté opérateur. Ça, c'est le côté opérateur. Et autrement, pour le BRS aussi, on peut aussi accompagner l'opérateur. Ça, c'est un choix entre le portage foncier du foncier ou le financement des travaux, donc à hauteur de 1 000 € par mètre carré. Voilà. Là, c'est ce qui concerne les opérateurs. Donc, en plus de tous nos financements qu'on fait habituellement auprès des bailleurs sociaux dans le cadre du locatif du LLS. Concernant les accidents, nous avons un service déjà d'accompagnement de ce qu'on appelle le conseil en financement et en accession. Donc on n'est plus courtier, avant on avait des sociétés, une filiale de courtage. Là, on s'oriente uniquement, on est d'ailleurs depuis 1 an, on est sur le conseil en financement, c'est-à-dire qu'on calcule une enveloppe qui permet une certaine enveloppe permettant à l'accident de sécuriser son projet, en fait, pas avoir une enveloppe trop conséquente, qui soit en capacité de remboursement, bien évidemment. Et donc, on l'accompagne tout au long de son parcours, de son projet immobilier, en l'accompagnant, en lui expliquant les différentes démarches à réaliser et en expliquant aussi, en analysant les différentes offres bancaires qu'il peut avoir pour bien les expliquer et savoir à quoi il s'engage. Donc ça, c'est une première partie, donc auprès des accidents. Et autrement, on a un prêt aussi, un taux très avantageux qui est sans faire de pub, mais un prêt de 40 000 € pour les primo-accédants. À quel taux maintenant ? À un taux de 1,5 maintenant. Oui. Donc on est bien en dessous. Voilà. On est toujours sur le taux du marché, moins son PB en général. Donc couplé avec un PTZ, c'est vrai que ça avec permet le PTZ, tout à fait. Ça donne plus de marge de manœuvre. Justement, quid hors BRS ? Quelle modalité d'accession sociale à la propriété en dehors des opérations de BRS, en dehors à la fois des secteurs de BRS, mais vous l'avez dit, y compris sur les secteurs de BRS, ce ne sera pas l'alpha et l'oméga de toute l'accession sociale. Donc quelles alternatives ? On a vu les produits, mais on voit aussi qu'ils interpellent des financements, l'apport de financement par les collectivités. Et vous l'avez très bien dit que parfois les collectivités peuvent être réticentes à apporter du financement public lorsque derrière il y a des risques de plus-value dont elles ne bénéficient pas. Donc voilà, est-ce qu'il y a des bonnes expériences, des montages sur de l'accession sociale à la propriété en dehors de la BRS et voilà, sur le financement Vous l'avez vu, c'est la majeure partie aujourd'hui du montage des opérations d'accession. C'est vrai qu'on parle beaucoup du BRS aujourd'hui, parce que effectivement, c'est nouveau, c'est très nouveau dans même la dissociation, dans la culturation, etc. Mais la majeure partie des opérations se montent aujourd'hui en VFA, en PSLA, voilà, dans les zones tendues ou pas tendues. Effectivement, la question du financement de ces opérations reste problématique. Là, c'est l'intelligence du montage par les opérateurs pour être bien en phase avec leur marché. Là, c'est de l'analyse de marché, parce qu'effectivement, à un moment donné, dans des zones moins tendues, on se retrouve vite avec le marché existant.
et qu'on est vite concurrentiel sur des produits qui commencent à être entre guillemets un petit peu chers vis-à-vis de la maison individuelle dans l'ancien, même si elle est un peu énergivore ou autre, on se dit c'est pas grave, finalement je vais préférer plutôt qu'un appart là, une maison avec mon petit jardin, je ferai moi-même les travaux, mais je serai pas dans l'appart en BRS qui est quasiment au même prix, mais parce que j'ai un petit jardin plus qu'une terre. Donc ça se monte en fait ces opérations-là, elles sont peut-être un peu plus complexes. Des collectivités, comment les collectivités faciliter. peuvent, Là, le principal peuvent soutenir. Alors voilà, par du foncier, par de l'apport financier. Quelles clauses, enfin voilà, on parlait des clauses. Est-ce qu'il y a des régimes de clauses qui sont plus efficaces que les autres? Les clauses anti-spéculatives, vous l'avez dit, on peut. Alors dans les zones effectivement, dans les zones. Ouais, elles sont très limitées, elles sont même des fois contestables. On a souvent dit que c'était limite en termes de... Parce que le droit de la propriété, il est quand même très très puissant en France, donc aller réimposer quelque chose... la question foncière, la question de l'équilibre d'opération globale avec dans une autre opération peut-être où il peut y avoir de la péréquation, je sais pas, il y a des montages, discuter avec vos opérateurs, il y a moyen de faire, ça se fait encore, les équilibres sont en ce moment très difficiles parce que c'est ce qu'on vous a dit, on a des augmentations intrinsèques de coûts, parce que le coût de la construction, on focalise beaucoup dessus, mais c'est 65 à 75% du coût de l'opération elle-même, si vous voulez. Après, les opérateurs se payent, il y a tous les bureaux d'études qui bossent avec nous autour, toutes les taxes éventuelles, et aussi c'est pour ça que je disais, les leviers, on les connaît. Il y a les leviers de la fiscalité, les leviers de la subvention, les leviers de l'emprunt, et puis après, ça c'est pour les opérateurs, il y a les leviers auprès des accédants, on en connaît quelques-uns, des petites aides à droite à gauche. Voilà, ça marche encore, je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Le BRS, il a un autre intérêt, mais il ne se fera pas partout, ça c'est sûr. Je voulais rajouter un tout petit point, c'était un complément, pardonnez-moi. C'était qu'il y a des garanties qui sont importantes pour les collectivités locales. Je sais qu'il y a des collectivités locales, la Caisse des dépôts demande une garantie de la collectivité. Action Logement aussi. J'avais le cas là, récemment sur Saint-Malo. Et donc, c'est aussi une garantie pour la Caisse des dépôts, qui a un peu peur de son investissement de temps en temps. Je rigole, Philippe. Mais il y a une garantie de la collectivité en cas de défaillance. Donc, et il y a la garantie des opérateurs. Nous avons aussi nous-mêmes des cotisations à des caisses de garantie. Il y a une caisse de garantie pour le locatif social qui brasse des millions et des millions et qui d'ailleurs sert même dans la lessiveuse générale de l'État à réalimenter l'accession neuve, la production neuve. Et il y a la société de garantie de l'accession. Et nous avons des garanties de rachat et de relogement. C'était important dans la sécurisation via des opérateurs HLM, si vous voulez, par rapport à d'autres opérateurs qui pourraient faire du PSLA ou du BRS. Moi, je ne suis pas favorable. Mais nous, on a une garantie de rachat et de relogement au moins pour 15 ans. Et dans le cas des BRS, c'est quasiment ad vitam aeternam. Donc ça se finance et ça s'anticipe. Tout ça rentre dans le modèle économique. Mais il y a aussi des garanties pour les